Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Nous voilà aujourd'hui réunis pour un nouvel épisode de Underrated. Vous savez, c'est cette petite série que j'ai démarrée il y a quelques mois, même pratiquement un an maintenant, où je vous présente des petites pépites, soit des groupes assez anciens mais qui ont été un peu oubliés, ou tout simplement des groupes que je trouve sous-estimés et qui mériteraient un petit peu plus d'attention. Allez, on part sur la sélection du jour. Et ouais les gars, ce quatrième épisode, parce que c'est une série que j'aime bien, vous savez qu'on aime bien aller dans les concepts comme ça où on va un petit peu fouiller l'histoire, toujours hein, quand c'est pas les petites pépites, les amplis, les guitares, c'est pour les groupes, parce que merde, la musique, c'est la vie quand même. Et puis, je sais que c'est pas forcément les vidéos qui marchent le plus, mais c'est les vidéos qui me font toujours plaisir. Toujours dans cette idée de partager les choses avec vous, j'ai pu découvrir des groupes grâce aux commentaires des précédentes vidéos. Donc, encore une fois, n'hésitez pas déjà à répondre en com en me disant si vous connaissiez les quatre groupes que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis aussi en donnant vos petites pépites, parce que c'est toujours intéressant aussi de découvrir des choses, peu importe les domaines, vous allez voir. Encore aujourd'hui, on a un petit peu des styles un peu variés, on finira par un truc un peu plus extrême, comme d'habitude, parce que ça fait plaisir, en plus ce sera français, donc ça fait toujours encore plus plaisir, une petite dose de plaisir en plus. Alors vous avez vu, hein, là c'est la tenue d'été, le short, etc., parce qu'on est dans les grandes chaleurs, il fait genre 35 degrés, donc je peux vous dire que j'essaie de filmer le plus tôt le matin possible, et de bosser sur les vidéos l'après-midi et de les tourner le matin. Donc voilà, j'espère que vous vous en sortez, et puis force à vous si vous avez surtout un boulot qui se passe dehors, ou alors un endroit qui n'est pas climatisé et tout, le tonton il pense à vous, on fait tous comme on peut, on galère, mais ça va le faire. Je voulais aussi vous remercier parce que tout simplement la vidéo de la semaine dernière, enfin il y a quelques semaines même maintenant, le temps passe si vite, sur le livre a eu un super accueil. Votre soutien franchement, vous pouvez pas savoir comment il compte pour moi. Vous savez que c'est une des plus grosses aventures, un des plus gros projets de ma vie, la sortie du livre. Donc maintenant vous connaissez le titre, Au bord du silence. Et voilà, hein, ça a été 4 mois d'écriture intensive, ça a été 3 semaines sur place à San Francisco pour que le thriller, le polar, il prenne vraiment ses racines, que la ville puisse exister, que tous les personnages puissent avoir un lieu et une vie crédible. Donc je suis super content, j'ai trop hâte de pouvoir partager vraiment l'histoire avec vous et puis qu'on puisse discuter des personnages, de l'intrigue, etc. Comme je vous l'avais dit hein, à l'époque, je suis en train d'essayer d'organiser une release party. C'est assez compliqué parce que j'aimerais bien qu'il y ait aussi des concerts, etc. Et c'est de plus en plus dans le nord en tout cas, c'est toujours un peu compliqué de trouver un endroit qui est ok pour faire des concerts dans des bonnes conditions et je voudrais aussi que les groupes soient bien accueillis et tout, donc voilà. J'y travaille, vous savez bien qu'en août, de toute façon, vous aurez plus d'infos sur le livre et évidemment sur la release parce que je voudrais qu'on fasse vraiment ça bien. Je me suis fait chier tout le début d'année à faire ça correctement, à faire ça dans les règles, à collaborer avec des artistes pour notamment Ertemel pour les illustrations et la couverture, etc. Donc c'est pas pour vous balancer le livre en disant bon, maintenant il est dehors, démerdez-vous quoi. Donc voilà, on va trêve de bavardage, on va essayer de pas trop se dissiper. Alors spoiler, je vais partir dans des digressions comme d'habitude. Et me voilà au Sri Lanka, anciennement Ceylan, à 3 plombes du mat, à la recherche de 1000 M&M's bruns pour remplir un verre à dégustation. Sinon, Odzi refusait de monter sur scène ce soir-là. Vous savez bien que le tonton, c'est des vidéos de 40 minutes, les jours où il est court. Donc bon, c'est peut-être pour ça que vous m'aimez un petit peu. Donc voilà, on continue dans notre style, on continue à faire les choses qu'on aime. Comme je vous l'ai dit, c'est pas les vidéos qui fonctionnent le plus, mais je m'en fous. De toute façon, en plus, je vais même vous mettre des extraits live, donc il y a de fortes chances que tout soit démonétisé, mais on s'en branle. On est là pour partager des bonnes vibes. Et en parlant de bonnes vibes, c'est une transition parfaite pour le premier groupe. Alors c'est pas un groupe qui est si peu coté que ça, j'avais juste envie d'en parler parce que je trouve qu'il est très solaire, il correspond vachement à la saison qu'on est en train de vivre, et même si l'évolution du groupe me parle un petit peu moins, j'avais envie de parler de ce groupe qui me fait vibrer, qui m'a émerveillé en live plusieurs fois. Je vais vous parler de Blue Spills. Alors Blue Spills, comme son nom l'indique, hein, on dit, comme le port salut c'est écrit dessus, il y a blues dedans, donc vous vous doutez bien que c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus délicat, un peu plus fun, etc., un petit peu plus groovy, on s'éclate bien. Là c'est totalement pur jus années 70. C'est un groupe qui a quand même un petit peu déjà de bagage, hein, parce que les premiers albums, je crois que ça doit être 2014, celui-ci il me semble que c'est 2014, et ils ont eu la chance d'être repérés et signés très très tôt par des labels. Donc je crois qu'avant ils avaient un autre groupe qui s'appelait Moscou Brigade ou quelque chose comme ça.
Et donc là, donc c'est un groupe qui mélange des Suédois et des Américains, ce qui est un mélange un petit peu atypique, mais pourquoi pas. Si vous avez envie de voyager dans le temps, c'est complètement le groupe qu'il vous faut, et surtout si vous êtes fan des années 70, donc je pense notamment à la musique psyché, rock, blues, etc. Si vous êtes surtout fan aussi des groupes avec une excellente chanteuse, donc je pense notamment à Jefferson Airplane, parce que c'est une influence principale, des guitares à un mélange entre Hendrix et Zeppelin, bref, vraiment les racines du rock, les racines du blues, les trucs qui te parlent à l'intérieur, qui te font bouger sans que tu t'en rendes compte. Ben, c'est exactement ça. Si tu veux avoir des chorégraphies débiles en bougeant devant une scène, ben, il faut aller les voir, ça c'est sûr. Donc je vous ai dit qu'ils avaient été repérés assez vite parce qu'en fait ils ont signé, ce qui est marrant, c'est chez Nuclear Blast. Donc ils sont sur un gros label de métal, et pourtant bon, bah, c'est du gros blues revival années 70, donc on pense aussi un peu à Rivalson, etc. Et surtout, eux, je crois que c'est des compatriotes suédois, Cadavar, ça aussi, j'en profite quand je présente des groupes, je vous donne ici quelques petites refs, ça vous donne l'occasion, si c'est un style qui vous plaît, d'aller checker, même si encore une fois c'est pas des parfaits inconnus, là on commence par un gros groupe quand même, parce que c'est des gars qui ont tourné un peu partout, je crois même qu'ils ont fait assez tôt, je crois 2014-2015, le Hellfest ou quelque chose comme ça, et même sur une main stage, donc ça, merci les labels, même quand t'es pas connu dans le pays, ils te permettent de faire des belles scènes, donc évidemment ça fait plaisir. Alors là c'est complètement pas de def, les chemises dans des matières et des couleurs improbables, les cheveux longs, les babloches, Habite pas là, soi-disant l'homme le plus classe du monde. Du calme, Gaël. Quoi, Du calme. Mais pourquoi tu dis Babloche. ça? Mais oui, je suis un bab, et alors, ça te déprise, vieux rérail? Parce que j'ai les cheveux longs, tu flippes pour ton confort bourgeois. T'as un mauvais karma, frère, si tu supportes pas mes cheveux. Désolé, papy. Mais j'ai ma liberté d'expression capillaire. et tout ça, nos amis les hippies, bon là, cette fois-ci on n'appellera pas Cartman et Slayer pour les faire des guerres pires, mais ça fait du bien aussi, un petit peu d'amour, un petit peu de love, un petit peu comme je vous l'ai dit, ce groupe est vachement solaire à l'image de sa chanteuse. Wouah, cette transition incroyable, quel journaliste fabuleux. Je vais essayer de retrouver son nom, si vous voyez, je regarde par là, c'est tout simplement parce que j'ai pris quelques notes principalement pour les dates, etc. Vous savez bien que je n'écris jamais mes vidéos, mais bon, pour les dates, tout ça, c'est pas mon fort, donc je préfère essayer de dire des choses un petit peu exactes. Donc la chanteuse qui s'appelle Elin Larsson, qui est vraiment l'image du groupe, c'est vraiment une pile électrique qui n'arrête pas, un espèce de petit marsupilami blondiné qui n'arrête pas de sautiller sur scène partout, et tu vois qu'elle vit, elle est en transe quand elle chante. C'est pour ça que je vous encourage à aller les voir en live, c'est vraiment une expérience très communicative, et moi c'est vraiment un délire qui me plaît. Comme je vous l'ai dit, on a l'impression d'être dans une DeLorean et être reparti dans les années 70, pattes d'éléphant, etc. Un côté aussi Fleetwood Mac avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de mélodie.
Et bon, bah, quand on l'entend chanter, elle a vraiment un grain qui est parfois assez rocailleux, donc la comparaison est logique avec Janis Joplin. T'as vraiment ce petit bout de femme qui explose sur scène et qui devient avec vraiment la planète autour desquelles les autres musiciens gravitent. Waouh, on fait des métaphores spatiales, c'est fabuleux. Donc voilà, je vous l'ai dit, celui-ci, album éponyme, donc Blues Pills 2014, pour moi c'est vraiment leur best album. Je vais faire mon vieux con, le gatekeeper. Ouais, de toute façon, c'est les premiers albums qui sont les meilleurs. Bon, bah là, pour le coup, je trouve que c'est assez vrai. Parce que là, on a vraiment Hargne, le côté rock'n'roll qui pulse, le côté un petit peu blues, un peu soul, donc assez varié sur ce premier album. Rien que la première chanson, hein, High Class Woman, je vous invite à aller l'écouter. On n'arrive même pas à aller, vu que tout est écrit en petit design psychédélique, on n'arrive même pas à lire ce qui est écrit sur la pochette. Le design, bah, vous l'avez vu, plein de couleurs. De toute façon, je suis con, je vous mettrai des inserts, ça sera plus pratique pour vous. Euh, Vraiment le côté psychédélique, le côté, ça c'est aussi un côté récurrent du groupe, le côté un peu féministe justement, et puis surtout réclamer les libertés et tout. On a vraiment cet état d'esprit hippie des années 70, San Francisco, etc. Je vais passer sur un autre album, même si là je vous ai sélectionné un album live qui est Lady in Gold. Là, encore une fois, ils ont fait des grosses scènes. Là, on est un live à Paris, à Cocorico. Euh, c'est aussi un live qui montre que le groupe évolue. Lady in Gold, c'est leur deuxième album, donc celui de 2016, plus groovy, un côté plus soul aussi. Ils n'hésitent pas à ralentir le tempo et à faire vraiment des ballades. C'est pas vraiment le cas, mais des trucs qui montent un petit peu crescendo et c'est super agréable. Ils ont eu des récompenses pour celui-ci notamment. Ils ont été nommés encore une fois au Metal Hammer Awards. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ont vraiment un lien avec la communauté metal, alors que bon, c'est vraiment les racines, vu que là on est vraiment sur du blues psyché et tout. Je crois même qu'ils ont joué au Wacken ou ce genre de choses. Donc vous voyez, je sais qu'ils jouent au Sweden Rock, mais là c'est un petit peu plus logique parce qu'à la fois ils sont suédois et en plus bon, bah, c'est un festival qui est un peu plus diversifié que nos festivals metal chez nous. Même si bon bah maintenant je sais que la grosse polémique de la semaine c'est Joe Star au Hellfest, ce genre de truc. Même si bon c'est pas nouveau, hein, quand on a vu quand même Aerosmith avec Walk This Way et tout, Run DMC. Que ce soit Ice-T, même bah, tout simplement un Cypress Hill avec les titres plus métal et tout. Donc bon, rien de nouveau sous le soleil. Alors petit cocorico pendant pas mal d'années de leur carrière, même si c'est plus le cas maintenant, ils avaient un guitariste français qui s'appelle Dorian Sorio, qui nous régalait par sa collection de guitares, hein, parce que à chaque fois que j'ai regardé un live, il avait des grades différents, donc je m'identifie beaucoup à cet homme. De la Flying V blanche, oh, le Saint Graal, à la bonne vieille SG qui envoie le pâté, des riffs encore une fois très zeppliniens, très zeppelinien même. Euh, et il l'a dit, en fait, il a quitté le groupe parce qu'il était justement un peu lassé de ce côté rock'n'roll. Alors, je sais pas comment c'est possible, mais bon, c'était peut-être pas son délire à la base et il s'est peut-être retrouvé. Il y a un petit peu ça, hein. Même le batteur est parti assez tôt dans le groupe parce que il s'attendait pas à ce que le groupe ait autant un gros succès. Et donc, je pense que c'est passé peut-être d'un hobby ou d'un truc qui leur faisait plaisir. Bon, bah maintenant, on est signé sur un gros label et on va partir partout dans le monde tout le temps. Bon, c'est aussi une vie, des sacrifices, etc. Tout le monde l'avait peut-être pas envisagé, et donc voilà, on peut aussi comprendre. Même si bon, c'est le rêve de plusieurs d'entre nous, d'entre vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez un groupe. Tiens, ça aussi, on n'y pense jamais. Si vous avez un groupe, les gars, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pareil, hein, ça me ferait plaisir de découvrir vos groupes. Puis des fois, on sait jamais, hein, des fois, j'entends des opportunités de concert, des gars qui cherchent des premières parties ou je sais pas quoi. Bon, si on peut faire tourner, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, on n'a pas monté une communauté pour rien, autant qu'elle serve dans les deux sens, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, l'évolution du groupe me parle un tout petit peu moins. Je trouve qu'il y a des albums, notamment le tout dernier, qui m'a pas trop parlé. Alors est-ce que c'est le côté un petit peu label et le fait d'être de plus en plus connu? Alors il y a eu celui de 2020 que j'ai bien aimé, mais qui a nécessité beaucoup plus d'écoute, qui n'était pas comme celui-ci et celui d'avant, vraiment une bombe rock'n'roll directe. Donc Holy Moly. La pochette est assez fun, on voit qu'on part un peu dans des délires artistiques et tout, mais bon, ce qui est assez représentatif de tout ce qui était hippie de l'époque et tout. Un album plus concept, un peu plus complexe à écouter, comme je vous le dis, il m'a fallu plusieurs écoutes. Au début, la première écoute, je me suis dit, bah, vraiment pas terrible, et en fait, il m'a fallu plusieurs fois, et les pépites sont vraiment, je trouve qu'il y a des morceaux un peu remplissage, et les pépites, par contre, sont vraiment au-dessus. Je pense au morceau Dust, j'ai adoré, il y a des moments, je l'écoutais en boucle, et Kiss My Past Goodbye, qui est aussi assez intéressant. Je vous invite à aller l'écouter, vous allez voir, c'est une vibe un peu différente.
On sentait déjà, ils amorçaient un peu une transition avec la suite. Et donc, 2020, ils décident d'aller enregistrer un nouvel album. Et pendant les enregistrements, la légende veut que la chanteuse se rende compte qu'elle est enceinte en fait. Et finalement, ils vont trouver un concept d'album lié à ça, puisque l'album va s'appeler Birthday. Et rien que sur la pochette, on la voit avec ce petit bidou de femme enceinte et tout. Et bon, bah, c'est clairement un album orienté sur la natalité, le fait qu'elle soit enceinte à ce moment-là et tout. Alors, moi j'ai beaucoup moins accroché, je vais pas vouloir faire mon vieux con, c'est pas vraiment pour ça, mais je trouve que ça allait moins en groupe. On a un côté beaucoup plus pop, popisant un petit peu sur pas mal de chansons, qui fait que l'album est au final assez lisse, assez trop calme à mon goût, et assez peu de montée en puissance, donc il m'a moins touché. Alors après, ça aussi c'est bon côté, c'est peut-être un album qui est plus facile d'accès, que vous écouterez dans d'autres circonstances et tout. N'hésitez pas à aller jeter une oreille et dites-moi si vous avez accroché ou si justement c'est trop soft, trop calme pour vous. Alors après, c'est pareil, hein, il y a des groupes assez cultes et tout qui ont eu des albums plus calmes, hein. Je pense notamment l'album le plus culte de Fleetwood Mac qui est finalement assez calme aussi. Donc bon, il y a du pour et du contre, c'est représentatif de la période et de leurs influences finalement. Et puis c'est bien aussi qu'ils essaient de s'émanciper, qu'ils veulent faire leur chose à eux. Donc bon, on dira rien, mais c'est bon pour une fois. J'espère qu'ils vont revenir avec un album un peu plus énergique. Allez, on passe sur la suite et on reste au soleil. Alors là, je vous ai vraiment dégoté une pépite, mais genre vraiment le petit truc qui traînait sur une étagère poussiéreuse entre une bouteille de bourbon, un fer à cheval et un vieux paquet de Marlboro. À tout juste 17 ans, loin des consoles de jeux et des émissions nocturnes, il se passionne pour le rodéo, la chasse au gibier, le lancer de tronçonneuses et la fabrication de bombes artisanales à partir d'anciennes clopes électroniques trouvées dans des brocantes. Ouah, ça y est, là si vous fermez les yeux normalement et que vous avez juste écouté ma voix suave et délicate, normalement vous êtes parti en voyage, vous voyez les petits buissons traverser la route, les cactus sur la route. Alors même pas vraiment parce qu'on sera pas vraiment du côté de l'Arizona ni rien, même s'il y a d'autres déserts dans le Nevada et à Death Valley. Mais là on va plutôt partir dans l'Est, puisqu'on va être en Caroline du Nord, on est quand même aux États-Unis. Le côté bien southern, bien rural, hein, le côté, on renie pas nos racines, mais alors là, vraiment, vraiment pas. Ça a même peut-être été un souci à un moment. On parle d'un groupe qui a fait un album unique. Vous allez voir, il y a un petit bémol à ça, mais on y reviendra après. Je vais vous parler du groupe Copperhead, qui est un groupe qui s'est retrouvé un petit peu au hasard au fur et à mesure de mes playlists. Vous savez que le tonton, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, est un gros fan de Southern Rock, et puis tout ce qui est, voilà, tout simplement cette culture pour avoir eu la chance. Oula, ça y est, je m'en mêle un petit peu, ça se voit que c'est le matin. Pour avoir eu la chance de visiter pas mal d'États des États-Unis, hein, je crois que j'en ai fait une vingtaine sur les 50, et avoir fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sur le territoire, notamment pour vérifier que cette hospitalité du Sud légendaire existe bien. Spoiler, c'est le cas. On voit ce côté vraiment campagne, proche de la nature, proche de ses racines, proche de son histoire. Là, c'est un groupe qui a aussi ses racines dans la guerre de sécession, etc. Donc évidemment, il y a un drapeau sudiste ou deux qui se baladent. Il y a les vestes en mode indien avec les franges. Vraiment, alors là, c'est très très cliché. D'ailleurs, ils arrivent un peu après la guerre. C'est un peu, je pense, la mauvaise histoire de ce groupe et ce qui explique leur semi-succès, semi-défaite, qu'ils ont fait qu'un album, même s'il a quand même marqué un petit peu les esprits, surtout là-bas. C'est pas un album qui a vraiment dépassé beaucoup les frontières. Je crois que je l'ai découvert tout simplement au hasard des playlists aléatoires, Spotify, etc. Ça me fait découvrir aussi des trucs de temps en temps, puis ça permet après de creuser, de découvrir. Et puis de toute façon, toute la scène Southern, hein, tout ce qui est Allman Brothers, Leonard et tout, quand vous commencez à connaître un membre, il a toujours eu 10 groupes et ils ont tous eu des groupes avec les cousins, des frères, des machins et tout. Il y a toujours moyen de découvrir des petites pépites. J'en ai encore découvert il y a pas longtemps. D'ailleurs, je remercie Sam. Je vais vous mettre un petit insert aussi, pareil, hein, si vous aimez le genre de Southern Rock et tout, qui m'a recommandé un album que je ne connaissais absolument pas. En fait, c'est arrivé après l'accident d'avion des Lynyrd Skynyrd. Avant de se reformer, ils ont créé des petits groupes par-ci par-là pour s'occuper tout simplement parce que c'était des icônes et qu'ils avaient besoin de s'exprimer. C'est un album beaucoup plus soul, beaucoup plus classique, beaucoup moins alors hard. Ça n'a jamais été hyper hard, même si Lynyrd Skynyrd a des albums un peu Last Dying Breed et Breed, pardon, pas Bread, le dernier pain mourant. Non, là c'est plutôt le dernier de l'espèce, etc. The Last Dying Breed.
Et aussi, je sais plus comment ça s'appelait cet album avec en plus, c'est un album que j'avais et que j'ai paumé. Je vous remettrai aussi la petite pochette, qui est un album un peu plus rentre-dedans, un petit peu plus rock US, un peu burné, qui m'avait fait aussi du bien, hein, ce côté un petit peu plus produit, un peu plus là vraiment hard, voire même metal, peut-être pas, mais pas loin quand même. Ça m'avait fait plaisir quand ils avaient sorti cet album que j'ai beaucoup écouté, mais là je vous avoue que le nom ne me revient pas. Donc voilà, ils sont tous liés les uns aux autres, mais on va revenir à Copperhead parce que sinon on va se paumer un petit peu. Donc là, fondé en Caroline du Nord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vraiment côté bluesy. Le chanteur donc, qui s'appelle Neil Carswell. Et il a vraiment la dégaine de l'époque, hein, avec les cheveux fort lissés, fort blonds et tout, des chapeaux de cow-boy, comme je vous l'ai dit, les vestes avec les franges, etc. Ça arrive à des gens très bien, les chapeaux de cow-boy, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et pareil, ils sont repérés assez vite sur un label, leur démo plaît bien, ils commencent à faire pas mal de concerts et tout, donc ils signent chez Mercury, qui est un gros label, surtout à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, et il les branche avec un ingé son, mais alors vraiment mythique. Un jour, je l'avais déjà dit, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse une vidéo sur les ingé sons les plus mythiques, les gars qui ont un peu les acteurs de l'ombre, qui ont fait avec de leurs petites mains malicieuses les meilleurs albums de tous les temps. Bon bah là, on va parler de Tom Dowd, et il a fait des trucs de dingue. Le mec, allez, je vous balance une petite partie de son CV. Le gars a bossé avec Ray Charles, ça passe. Aretha Franklin, Chicago, Otis Redding. Donc là, c'est pareil, hein, quand tu penses musique de base, enfin musique de base pas dans le mauvais sens, hein, mais musique, les racines du blues, rock, etc., soul, américaine, voilà, c'est même pratiquement du folk, hein, pour eux. Il a bossé avec Clapton, il a bossé avec Willie Nelson, donc notre bon vieux Willie en mode country et tout. Et puis Cream, donc forcément quand on pense aussi à Clapton, les débuts et tout, voilà, et avec Lynyrd Skynyrd, comme je vous l'ai dit, le monde est petit surtout dans ce milieu. Donc ils ont pu bosser avec ce mec et il a fait des miracles. Donc ils ont sorti qu'un album et je peux vous dire qu'il est vraiment chouette. Pas de remplissage, titre assez diversifié, des balades mais pas trop. C'est un peu cheesy quand même, hein, parce que bon bah qui dit rock sudiste de l'époque dit clip ultra cliché, dégaine cliché et tout, et puis bon bah ça réinvente pas la roue, on va dire ce qui est, mais c'est très bien fait. Il y a Takes a good woman to make a bad man turn around. Lord knows, little lady, you're the best thing so fat boys ever found. Don't try to tell me in a one-night stand. Come on, girl, now let's take a chance. Let the whiskey take us away to the light of another day. I want to feel your body sway. Love, let the whiskey take me back, sweet mama, take me back, little lady, the days that we used to be. Yeah. Alors il y a une chanson qui est un petit peu plus percée que les autres qui s'appelle Long Way From Home, qui a été utilisée dans une bande son de film en fait, et c'est ce qui les a fait aussi un peu connaître, puisque ça s'est retrouvé, alors là je retrouve mes notes aussi, c'est Harley Davidson and the Marlboro Men. Alors Marlboro, ils ont fait un petit peu des jeux de mots, et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux de mots dans le film, parce que même il y a un personnage qui s'appelle Jack Daniels, les gars ils avaient pas d'inspi, ils ont fait comment on les appelle, il y avait une bouteille à côté d'eux, ils ont fait allez c'est bon. Donc chez nous, c'est un autre nom, c'est Harley Davidson et l'homme au Santiago. Alors ça, à mon avis, c'est probablement un film qui a sûrement mal vieilli. Il faut que je mate ça. Si vous connaissez ce film, dites-le aussi en com. Mais ça peut être très cool parce qu'il y a des acteurs que j'aime bien dedans, notamment Mickey Rourke et Don Johnson, qui sont quand même des habitués des films du genre assez inégaux, il faut dire ce qui est. Donc c'est quand même un groupe qui arrive un peu après la bataille, comme je vous dis. L'album il sort en 92, donc on n'est plus vraiment dans ces vibes Lynyrd Skynyrd des années 70, début des années 80. Donc il récolte un petit peu, bon il y a une fanbase bien établie, c'est au moins ça de prix, mais c'est aussi ce qui va expliquer le déclin du groupe, c'est que malgré cet album qui est super bien, la chanson qui va être dans le film, etc., bah
ça commence à, la vague grunge commence à arriver et va tout ravager sur son passage et bah, tous ces groupes vont être largués par leur label tout simplement parce que bah, ils sentent le vent tourner, ils sentent que ça a pu vendre, que ça a pu ramener des gens, etc. Donc voilà, ce nom, ce groupe au nom de serpent, hein, alors pour la petite anecdote qui ne sert absolument à rien, Ça me sert à rien. donc Copperhead, chez nous, il s'appelle un mocassin à tête cuivrée. Voilà, donc merci Jamie. Alors ce qui est assez fun, c'est que c'est assez difficile de trouver des infos sur ce groupe, parce que même si je vous ai dit qu'ils avaient sorti qu'un album, il y a un autre groupe qui s'appelle Copperhead et qui a fait du blues dans les années 70, et en fait tout le monde mélange les groupes à chaque fois. Même sur Spotify, en fait, vous trouvez les albums de ce groupe-là sur la même, comme si c'était le même artiste, alors que pas du tout. Donc bon, c'est un petit peu drôle, voilà, je voulais le souligner. Alors on a un peu côté Robert Johnson, donc très blues basique, et aussi des côtés très country, folk, southern, donc avec le Marshall Tucker Band notamment, et bon bah du Lynyrd Skynyrd à crever, hein, si vous aimez ce genre de groupe, c'est quelque chose qui va vous plaire. L'album a pas de nom, c'est pareil, c'est Copperhead, ce qui facilite vachement la recherche, mais si vous mettez 1992, vous devriez arriver à le trouver facilement, enfin relativement facilement. Alors le chanteur a essayé de se battre plusieurs fois pour un petit peu reformer le truc, mais ça a jamais fonctionné. Il a quand même réussi à choper des droits avec Mercury, et il a sorti une nouvelle compilation au début des années 2000, je crois que c'est 2002, avec un Live and Lost. Vous allez voir, ça se voit que ça a été fait sur un coin de table, la pochette est dégueulasse, je vais vous mettre l'insert. Ça a le mérite d'exister pour que ce soit même pas un deuxième album, hein, c'est plus un espèce de best-of avec des lives étranges, pas ouf. Enfin, franchement, on se demande un petit peu pourquoi ça existait. J'imagine qu'il avait besoin d'un petit peu d'argent et qu'il s'est dit, bon, ouais, peut-être que ça se tente, quoi. Donc voilà, Copperhead, vous allez voir, franchement, ça met la banane. Je vous encourage à mettre ça en bagnole, surtout avec des temps caniculaires comme maintenant. Et vous vous baladez principalement en campagne et vous écoutez ça et vous imaginez à cheval, le soleil couchant et tout. C'est vraiment une bonne vibe, par ou un barbecue avec une bonne bière bien fraîche ou une bière 0% si vous voulez. On juge pas. Un petit peu quand même. Voilà les gars, j'espère que cette deuxième pépite vous aura plu et que là, on va se retrousser les manches, même si là on en a pas, parce que là ça va être la grosse bagarre, l'UFC, les étranglements non consentis. Alors est-ce que en même temps c'est rarement consenti les étranglements, mais bon, je veux pas connaître votre vie sexuelle, cela ne nous regarde pas, mais je passe sur la suite de mes notes, puisqu'on va passer sur un groupe pareil qui est assez connu. Et en même temps, je trouve qu'il est, à chaque fois qu'on parle de ce style, il est assez absent des conversations, alors que c'est vraiment, ça fait partie des pionniers aussi, des groupes qui ont vachement marqué. C'est des groupes qui ont commencé très très jeunes aussi. Je vais vous parler de Death Angel. Pour moi, c'est quand même un des trucs sous-estimés, et c'est pour ça que ça fait partie de évidemment de cette série Underrated, parce qu'on parle toujours du Big Four, on parle aussi du Teutonic Trash, Panthéon, etc. Mais finalement, je trouve que c'est un groupe un peu oublié, de la Bay Area aussi, donc on parle généralement de la deuxième vague de métal américain. Là, on est évidemment sur la baie de San Francisco, donc un petit rapport aussi avec le livre que je vais bientôt vous proposer. D'ailleurs, quand j'y suis allé, c'est marrant parce que je suis maudit de ce groupe. En fait, à chaque fois que je dois aller voir un concert, il y a un truc qui fait que je peux pas aller voir. Je me rappelle de plusieurs festivals où je devais aller, et à chaque fois, soit un copain qui est malade et que j'accompagne, ce genre de truc, soit tout simplement on loupe l'heure parce que vous connaissez le festival. T'es défoncé? Oui, c'est agent-chef. Pourquoi t'es défoncé? J'ai tombé, c'est agent-chef. Pourquoi t'as trop bu? Je vais pas vous faire un dessin, mais voilà, bref, c'est un groupe que je veux voir depuis des dizaines d'années, j'ai même une vingtaine d'années et j'ai jamais pu capter. Alors mon rapport avec Death Angel est assez fun, assez représentatif des enfants des années 90 comme moi, même si je suis 89, j'ai découvert ça sur un sampler de magazine à l'époque, un Hard and Heavy. Alors ce qui est drôle, c'est que j'ai réussi à retrouver le sampler, donc on est en 2004, vous imaginez le tonton de 2004, il y a jadis, il y a 22 ans, et donc je vais chez mon petit marchand de journaux, et c'est la coqueluche de l'époque était, Slipknot venait de sortir leur album, je sais pas, 3 ou celui en tout cas où il y a Duality, quoique c'est peut-être bien le nom de l'album, c'est pas un groupe que j'ai vraiment beaucoup suivi à part Iowa à l'époque parce que c'était quand même la giga claque, mais ça venait de sortir donc on en voyait partout et j'avais bien aimé, c'est que sur ce sampler là ils avaient mis justement la chanson Duality je crois, mais genre vraiment la dernière ou l'avant-dernière chanson du sampler pour que les gens ils écoutent quand même les chansons d'avant pour mettre en avant quand même les groupes un peu moins connus, et ça c'était assez cool. Et donc j'avais découvert Death Angel là-dessus avec leur album The Art of Dying qui était vraiment excellent en plus. Ils avaient pas trop surfé sur la vague néo qui venait, même si on entend
par-ci par-là, quand même des petites influences. Là, c'était la chanson Five Steps of Freedom. Et je sais qu'il y a des moments où il y avait des refrains un peu plus catchy et qui faisaient un peu penser quand même à la vibe du moment, même s'ils n'ont jamais versé dans le genre, ils n'ont jamais rajouté de rap ou ce genre de choses. Mais c'est un groupe qui, je trouve, est vraiment très très sous-estimé, un peu oublié. C'est un peu le groupe des darons qui a toujours été là et finalement on les tient pour acquis et on a un peu oublié qu'ils étaient excellents. Pas mal de choses assez originales en plus de leur côté parce que ils ont des racines philippines. Leurs racines et puis leur histoire me fait penser un petit peu à... Je fais toujours un petit parallèle avec Sepultura aussi parce que c'est des gars qui ont commencé ultra jeunes. Faut vous dire que quand Death Angel a commencé, quand ils ont fait leur démo et tout, quand ils ont commencé à se faire connaître dans les petites scènes sur San Francisco, ils avaient 14-15 ans. Donc vous imaginez, surtout le batteur est ultra jeune. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'ils vont se faire repérer par un petit inconnu qui joue un petit peu de guitare et qui sera peut-être signé dans des gros groupes et qui aura pas mal de signatures en guitare. J'ai nommé le sieur Kirk Hammett qui va en mécène, j'ai envie de dire. Il va tomber amoureux du groupe et il va financer leur première démo, ce qui est quand même assez chouette, quoi. Donc il y a pas mal de solos, ça va à fond la caisse. Alors après c'est aussi une époque où c'est un petit peu difficile de se démarquer parce que là on parle des années 86-87, je dirais même, je vais élargir entre 85 et 87 parce que quand vous êtes fan de thrash metal, ben c'est tout simplement les meilleures années. Vous avez Master of Puppets qui est sorti, bon excusez-nous du peu, Pixels, vous avez Among the Living du côté plus Anthrax, un peu plus... pas vraiment fusion, mais en tout cas côté un peu plus rentre dedans street, etc. Vous avez Rain in Blood qui est sorti, donc Slayer a déjà tout cassé sur son chemin. C'est quoi le truc là? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on se batte? Et en 85, vous avez eu Bonded by Blood d'Exodus. Enfin bref, si vous aimiez la violence à ce moment-là, c'était les meilleures années, clairement. C'est de la violence originale. Donc eux, ils arrivent en 85 et donc Kirk Hammett finance leur démo. Donc la démo qui s'appelle Kill As One, donc ça me fait penser, alors est-ce que c'est un clin d'œil vu que c'est Kirk Hammett qui le fait à leur petit Kill Them All, je ne sais pas, mais Kill As One, peut-être qu'il y a un petit clin d'œil. Donc comme je vous l'ai dit, ils ont 14-15 ans quand ils se forment. Le côté, bah forcément, eux ils viennent des Philippines, c'est pas le Brésil de Sepultura, mais il y a quand même ce côté un petit peu, on vient d'ailleurs, on a des choses à raconter, on est aussi assez politique et tout. C'est un groupe qui est ultra technique, qui va amener, je trouve, des bouffées d'air frais dans le style parce qu'ils vont pas hésiter à mettre. Voilà, vous allez retrouver aussi le côté un peu, si je dois faire un parallèle avec Metallica, le côté un peu battery parce que vous allez avoir pas mal de petites interludes acoustiques et d'ailleurs c'est super zikos. Les solos de guitare sont toujours vachement inspirés, donc j'ai mis les noms parce que encore une fois je suis pas très bon avec les noms, avec Gus Pepa et Rob Cavestany. Je crois qu'il y a des cousins aussi dans le groupe, donc c'est un truc un peu familial. Ils vont exploser en 87 avec leur album The Voracious Souls, enfin ça c'est plutôt le single, l'album s'appelle The Ultra Violence, donc voilà, Violence. Je pense que tout est dit, hein, quand tu sors un album et que tu l'appelles Ultra Violence, ça donne un petit peu l'idée. Alors pour la petite anecdote, ils ont proposé un clip donc pour la chanson Voracious Souls, justement c'est pour ça que je pensais au nom directement, qui est une de leurs chansons les plus cultes. D'ailleurs je vais vous mettre un extrait maintenant.
Waouh, cette magie du montage, elle est incroyable. Et ils ont sorti un clip pour cette chanson parce qu'ils se sont dit ouais, on va tourner sur MTV et tout. Ouais, sauf que les gars, c'est une chanson sur les cannibales et leur clip il était tellement dégueulasse qu'en fait MTV l'ont eu, ils l'ont jamais diffusé. Donc bah ça n'a pas marché. Mais voilà, c'est un groupe qui a eu quelques petites mésaventures. Il y a eu notamment, ils font partie des groupes qui ont eu un accident de bus, hein, comme malheureusement celui qui a coûté la vie dans un autre bon vieux Cliff. Là, ils ont eu leur batteur qui a été blessé, justement celui qui avait 14 ans, qui avait fait aussi tout le panache du groupe avec ses rythmiques endiablées et ce gros speed quoi. Donc il y a eu aussi un moment où il y a eu une grosse pause, ils ont créé un autre groupe pendant le moment qui s'appelait The Organization. Voilà, petite aussi probablement un petit manque d'inventivité sur ce coup-là. Ça va se réunir quand même en début 2000, je crois que c'est 2001. Bon, pareil, pas toujours la meilleure période pour vendre du métal extrême parce que avec les événements politiques qui se passent, il y a pas de choses qui vont être censurées, etc. C'est un groupe qui va un peu vivoter, hein, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'ils sont sous-estimés et un petit peu oubliés. C'est qu'il y a des sorties qui sont un peu en dilettant et on n'en entend pas trop parler. Alors je me souviens quand même d'un album après 2010, alors je vais regarder un petit peu si je retrouve, je crois que c'est 2013, j'avais noté parce que celui-là il avait bénéficié d'une belle pub pour le coup, ça s'appelle The Drill Calls for Blood, et il y avait eu beaucoup de pubs, je me rappelle de la pochette bleue avec plein de loups un peu dégueux, un peu cliché, qui avait circulé sur pas mal de magazines, et ça envoyait quand même alors, je trouve qu'avec l'âge, ils ont chopé un peu plus d'un côté Testament, dans l'approche du chant notamment, et puis grosse rythmique, meilleure production, ce qui fait jamais de mal hein, quand même. Donc je vous encourage à aller écouter ces albums. Pour moi il y a vraiment ce côté, des fois des petites parties un peu Slayer dans des solos un peu foufou avec des coups de Floyd un peu intempestifs on dira. Mais ils ont toujours gardé ce côté à essayer de composer des trucs un peu chiadés. Encore une fois comme je vous dis, des petites parties acoustiques et tout. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et j'ai pris une giga claque en 2016 parce qu'ils ont sorti l'album The Evil Divide. Faites-moi un petit plaisir, allez écouter la chanson Hell to Pay. Là c'est vraiment... Alors ne l'écoutez pas en voiture, sinon c'est le carton assuré, l'excès de vitesse, votre femme va vous quitter, vous allez tomber dans la drogue et vous allez ouvrir un OnlyFans pour vos pieds. Quelle indignité. Ce genre de choses. Attention, là ils auraient pu aussi l'appeler ultra-violence parce que c'est vraiment la bagarre à tout casser. Moi j'ai beaucoup aimé. Il y a quand même des titres un peu chelous, de temps en temps ils tentent des trucs. Il y a une chanson un peu goth, qui n'a rien à voir avec leur style, qui s'appelle Wasteland sur cet album. Je vous le conseille, c'est l'album avec le papillon, si ma mémoire est bonne, qui est vraiment vraiment chouette. Pour moi, c'est vraiment un retour à la fois aux sources, mais à un groupe qui a su évoluer, qui a su aussi aller dans l'ère moderne sans être un peu à la traîne. Je vois qu'ils ont une super fanbase. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils remplissaient encore le Fillmore de San Francisco sur plusieurs jours. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même une base solide, même si là c'est chez eux, donc c'est un petit peu... un peu biaisé quand même. N'hésitez pas à me dire c'est quoi votre rapport avec Death Angel. Est-ce que vous aussi vous trouvez qu'il est sous-estimé? Est-ce que c'est pas un groupe un peu oublié alors que ils tabassent, les gars ils sont toujours déter. Alors il y a des albums un peu moins inspirés. Le dernier, là je sais qu'ils viennent de sortir un single qui est pas trop mal. Après souvent il y a un petit peu de remplissage dans les albums, etc. J'espère avoir la chance d'aller les voir sur scène, un de ces quatre, parce que c'est quand même un groupe qui court dans tous les sens et qui met des patates, hein, donc c'est un peu ce qu'on cherche, c'est un peu ce qu'on veut. Donc j'aimerais bien un peu vérifier ma théorie, comme quoi ça va être un petit peu l'Armageddon. Et j'ai vu des lives un peu récents sur le net, sur des festivals. Les gars tiennent la route, le chanteur est toujours au taquet. En plus ils ont l'air super sympas, avoir pas mal d'autodérision et tout, ça fait plaisir, c'est le genre de groupe qui met la banane, et puis du bon trash old school comme on aime bien, et encore une fois qui a su pas rester tout poussiéreux, qui a su un petit peu renouveler sa formule. Donc on va finir avec notre petite pépite extrême de la vidéo, puisqu'on va aller sur un groupe français, ouais, un groupe qui est bien établi sur la scène, qui pourtant est pas si connu que ça. Alors après c'est aussi entre guillemets des sous-genres, pas dans le genre péjoratif, mais dans des plutôt côté niche, et ça plaît un petit peu moins monde, parce que c'est aussi un peu moins abordable. Là on va aller dans le doom. Au début de leur carrière, ils se définissaient même plutôt comme du funeral doom, donc vous imaginez tout de suite le truc très joyeux et très fun à écouter
j'étais avec les copains. Donc on va parler de Monolith. Monolith, un groupe vraiment progressif dans l'âme, hein, j'ai envie de dire, parce que les gars ont toujours eu pas mal de concepts, une grosse rigueur mathématique et musicale, hein, j'ai envie de dire, parce que ça va toujours chercher à pousser les concepts toujours plus loin, ça a toujours beaucoup d'idées, c'est des icônes hors pair, hein, il faut le dire quand même. On a la chance d'avoir des groupes comme ça français qui tiennent la tôle depuis plus de 25 ans, ils viennent de fêter leur 25e anniversaire l'année dernière ou quelque chose comme ça. Donc c'est des groupes qui ont une idée, une vision, je dirais même, et qui l'ont mené jusqu'au bout. Et encore une fois, hein, dans du doom, dans de l'extrême comme ça en France, ça doit vraiment pas être facile. Donc big up à eux. Alors moi, je les ai connus. Mon rapport avec eux, c'est parce que je suivais de près le label Les Acteurs de l'Ombre. Pareil, on a un label français qui a beaucoup fait et qui fait toujours beaucoup pour la scène extrême, même si un petit peu plus typé black metal. Mais c'est un peu l'histoire du groupe, un Monolith, ont quasiment toujours signé ces labels de black, ce qui est assez drôle. Parce que c'est pas du tout leur truc. Moi je vois plutôt ça comme du doom progressif. J'ai beaucoup aimé, j'ai lu une review aussi parce que quand c'est ça je me documente quand même, c'est aussi pour ça que pour une fois j'ai des notes. J'ai entendu parler de doom opéra et je trouve le concept très cool parce qu'en fait tu sens que leur ambiance est très cinématographique. D'ailleurs c'est pas pour rien que Monolith, rien que le titre, le nom du groupe vient aussi de Dominant Odyssée de l'espace qui est une de leurs références. Ils ont beaucoup dans les derniers albums, ils sont partis sur un côté un peu cyber noir, etc. Donc là où il y a plutôt un côté Blade Runner et tout, donc encore une fois, on voit que les gars étaient biberonnés au cinéma science-fiction de vintage et vraiment à toutes les bases de ce qui a donné l'imagerie collective dans tout ce qui est sci-fi et tout. Donc ça fait plaisir aussi de voir des gars qui poussent les concepts jusqu'au bout. Alors quand on parle de concept, je peux vous dire que les gars, ils ont pas joué petit bras, quoi. Ils ont une fascination pour les nombres et le côté mathématique des choses, et ça se ressent dans plein d'albums. Alors au début ils ont poussé les concepts un peu loin pour moi, ça veut dire que les 4 premiers albums en fait c'est une chanson à chaque fois de entre 52 et 57 minutes si on veut vraiment être précis. Donc ça c'est quand même un petit peu particulier pour les 4 premiers albums, c'est à dire que les gars voilà ils ont sorti, je crois que il y a une trilogie au départ et après il y en a un peu à part. Bon je connais un peu moins bien leur début de carrière pour être tout à fait honnête, c'est un petit peu encore un peu obscur pour moi. Par contre j'ai adhéré à ces deux là qui sont 2 albums que j'ai chopés et que j'écoute assez régulièrement. Pareil, quand j'ai écrit le livre, ça a été des grosses inspirations. Donc, si jamais des membres de Monolith passent par là, merci les gars. Vous êtes inspirés et inspirants. Et c'est que demander de plus pour des super artistes comme vous. Donc moi j'avais connu avec l'album de 2018 qui s'appelle Nebula Septem, donc pareil qui est sorti sur les Acteurs de l'Ombre. C'est les 2 albums qui sont sortis sur les Acteurs de l'Ombre. Je crois qu'ils sont avant et après ils sont maintenant sur un autre label. Alors sur Nebula Septem, alors là pareil j'adore la pochette d'ailleurs, le côté pareil un géométrique et tout, c'est des trucs qui me parlent beaucoup. Ça ferait un très joli tatouage d'ailleurs. Alors là vous avez donc l'album de 2018, il réunit 7 musiciens pour 7 morceaux, et ils font 7 minutes 00 chacun, et ils utilisent 7 tonalités différentes. Ouais, donc vous voyez déjà les trucs, j'ai vu une super vidéo, d'ailleurs je vous encourage à aller la voir, qui s'appelle Voyage au centre de la Seine, et ils fêtaient justement leurs 25 ans. Je vous mettrai un lien ou je vous mettrai une petite miniature de la vidéo, parce que le mec a fait une super interview du membre fondateur. J'ai oublié son nom, d'ailleurs je m'excuse s'il passe par là, je crois que c'est Ben, mais je suis pas sûr du tout, en plus je suis très mauvais avec les noms, donc ça se trouve, le gars s'appelle Nicolas, mais voilà. Donc cette vidéo que j'ai découvert il y a quelques jours, qui fait plus d'une heure, quasiment 1h30, hein, qui retrace toute la discographie et toute la carrière du groupe, je vous encourage à aller la voir parce que pareil, hein, alors je ne connais pas cette chaîne, mais quand j'ai vu le travail abattu, la qualité et tout, je peux que vous encourager à aller lui donner de la force, à aller vous abonner. Donc pareil, s'il passe par là, je le salue et gros respect pour son travail. Donc on va retourner sur un petit peu Nebula Septem. Moi ce que j'adore c'est vraiment cette ambiance, hein. Pour moi le côté progressif il est là. Vous avez beaucoup de vibes différentes, vous avez ce côté spatial un petit peu omniprésent, qui vraiment donne une saveur particulière au groupe. C'est vraiment quelque chose de très ambiant, quelque chose qui vous prend aux tripes. C'est pas vraiment un truc que vous mettez... comment dire ça, en faisant autre chose, oui et non en fait, parce que ça vous met dans un mood et en même temps c'est tellement qualitatif que ça nécessiterait que vous passiez juste votre temps à vous concentrer un petit peu sur ce qui est joué, parce que c'est tellement bien foutu. Le talent de composition franchement il est vraiment palpable, et on peut être que fier d'avoir des groupes comme ça dans nos écuries françaises.
Et ils aiment bien justement se mettre des limites, comme je vous dis, les 7 morceaux de 7 minutes, des contraintes, ça leur permet vraiment d'aller explorer leur propre créativité et à se donner du mal et à arriver dans leur zone où ils sont les meilleurs tout simplement. Pareil, chaque chanson commence par une lettre de l'alphabet, donc on a vraiment le A, B, C, D, E, F, G pour les 7 trucs. Vous voyez, il y a plein de petits détails qui sont assez fun, je trouve, et qui sont bien trouvés, qui font partie de leur identité tout simplement. J'ai aussi beaucoup aimé, ça c'est l'album que j'ai le plus écouté pour écrire mon livre, qui s'appelle Octa Cora. C'est pareil, on est sur... donc c'est leur 8e album, je crois que maintenant ils sont à 10. On a des morceaux que de 4 ou 8 minutes, donc à chaque fois des multiples de 4. On a un côté un petit peu plus sympho assumé. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que le groupe ne se refuse vraiment aucune arrivée créative et musicale. Ça veut dire que vous allez avoir des albums où vous allez avoir un peu d'accordéon. Là sur cet album-là, je crois que vous avez du saxo, donc... Ouais, ils n'hésitent pas à aller se mêler à d'autres musiciens. D'ailleurs, je crois qu'ils ont fait venir un musicien, c'est ce que j'ai appris dans la vidéo dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Ils ont fait venir un musicien de jazz, d'improvisation, et j'ai vu le gars super humble qui disait ouais, bah le gars il jouait tellement bien qu'il avait plus de talent que nous tous réunis. Donc c'est pareil, ça fait plaisir de voir des groupes qui ont des concepts complexes, mais qui sont pas dans la toute puissance ou dans un ego surdimensionné, ce qui malheureusement va souvent de pair, hein, il faut quand même le dire. Donc là, ça fait super plaisir de voir les gars humbles et avec beaucoup de vraiment terre à terre et tout. Pourtant, vu la musique qu'ils produisent, ils pourraient avoir un peu le melon. On leur en voudrait pas trop, mais vont quand même rester comme ça. Et on a un côté un peu plus sympho, vous avez beaucoup de claviers, vous avez un côté toujours mélodique, et moi c'est ce qui me parle avec ce groupe. Alors j'aime bien les ambiances très lourdes, il y en a sur certains passages, mais je trouve que c'est très bien dosé. Encore une fois, c'est quelque chose de très ambiant, c'est difficile à décrire, et donc c'est pour ça que je vous invite à aller vous faire un voyage, à vous prendre un album, à vous lancer un album en entier. Je sais qu'en plus ils sont assez généreux sur les réseaux en mettant des concerts entiers, des albums entiers pour pouvoir découvrir leur univers. Et encore une fois, des gars qui n'hésitent pas à rajouter de l'accordéon, du saxo sur leur truc vraiment très métal, très lourd, etc. Bah, ça montre aussi cette ouverture d'esprit qui fait parfois un peu défaut à la scène. Ça fait du bien d'avoir. J'ai moins suivi leurs 2 dernières sorties, donc je ne vais pas vous raconter de bullshit. Le Cosmodrome, donc ça c'est leur album vraiment de 2022 qui est basé sur de la conquête spatiale, mais d'un point de vue soviétique. Vous voyez, à chaque fois il y a toujours un twist. À chaque fois qu'ils ont un projet, ils essaient de l'emmener le plus loin possible et avoir vraiment une idée, un concept. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je respecte beaucoup, et je trouve que c'est tellement riche artistiquement que on peut que féliciter. Et par contre, le dernier album que je suis en train de découvrir, ça fait 2 jours, c'est pour ça que je vous en parle un peu moins, parce que j'attends aussi de le digérer, parce que encore c'est des œuvres complexes comme ça, j'aime bien aussi prendre mon temps, qui s'appelle Black Hole District. Déjà la pochette je la trouve magnifique, c'est leur 10e album, et là c'est vraiment le pas assumé vers le cyber noir. Ils débutent je crois une nouvelle trilogie, donc ça promet de chouettes choses à l'avenir. D'ailleurs je crois qu'ils travaillent déjà sur les prochains. Et moi ce que j'aime beaucoup, c'est que sur cet album on a beaucoup plus de chants clairs, alors que sur les autres il y a vraiment ce côté opus sur tout le groupe, où vous avez vraiment côté mélodique et en même temps du gros growl très prenant, très encore une fois qui vous met dans l'ambiance du truc assez oppressant. Et c'est le côté justement un petit peu cinéma, on a des fois un côté un peu thriller spatial, etc. Et là, l'ajout du chant clair, je trouve que c'est une bouffée d'air frais aussi. Ça montre qu'ils maîtrisent pas mal de choses, et sur scène, ça a l'air incroyable. J'ai vu qu'ils tournaient pas mal en France et en Belgique. Franchement, allez les voir. Ils sont toujours sur des affiches assez intéressantes en plus. Donc c'est un groupe qui je trouve assez peu mis en avant, et vraiment à tort. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu contribuer à ce que vous alliez jeter une oreille. Donc Monolith, avec des albums de ouf, hein, Octa Cora, franchement c'est vraiment trop... le concept est vraiment chouette. En plus, vous voyez, ils font toujours des super objets. Les gars, je vois que c'est vraiment des concepts, encore une fois, travaillés, et qui sont poussés jusqu'au bout, et ça c'est vraiment trop cool. Donc voilà, on a passé un petit 50 minutes ensemble, hein. Vous savez bien que c'est à peu près le tarif pour ce genre de vidéo. Comme je vous l'ai dit, je vais vous avoir mis des petits passages live, donc on va sûrement passer à la trappe côté YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire pour contrer un petit peu ça, même si voilà, on fait pas ça pour ça, comme encore une fois c'est plus pour le partage et passer un petit moment ensemble et se donner un petit peu nos vibes. Ça c'est des trucs qui ont été très importants pour moi, pour mes road trips, pour mon écriture et tout. Donc j'avais envie évidemment qu'on passe un peu ce temps ensemble, et qu'on puisse se prêter des choses, pour qu'on puisse se mélanger. Et non, ça n'est pas sale. Donc voilà, c'était Tonton Hunter, j'espère que ce petit voyage musical vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes. Prenez soin de vous, ciao.